Après les élections du 1er novembre 2022 en Israël, une conférence de J-Call, la paix maintenant. Cette soirée s'impose évidemment à quelques jours après le résultat des élections pour la 5e fois en Israël en 3 ans et demi se sont déroulés et dont cette fois-ci les résultats, nous allons y revenir évidemment, sont très clairs et visiblement, sauf accident pour l'instant difficile à prévoir, va donner la possibilité à un gouvernement de se constituer, un gouvernement qui pourrait être stable, en tout cas pour les 4 ans de la mandature. Et ça, l'avenir nous le dira, parce qu'en Israël, on ne peut jamais prévoir à l'avance. Alors, je vais d'abord vous présenter les résultats. Sur la colonne là, sur la gauche, vous avez les partis politiques. Ensuite, on va revenir dessus. Là, vous avez les élections de 2021. Je crois que c'était en mars, si ma mémoire est... Et là, les élections de 2022. Première colonne, là, vous avez le nombre de voix obtenues par parti, avec des regroupements que j'ai faits selon des blocs, et on va les commenter tout à l'heure. Le résultat en pourcentage de voix par rapport au 100%, les députés obtenus. Et pour 21 et 22. Alors déjà, dans un premier temps, ce qui est intéressant, les résultats tels que vous les connaissez déjà, en 2021, ce qu'on appelle le bloc de droite, dans lequel je mets le Likoud, le mouvement sionisme religieux, les deux partis orthodoxes, SAS et Yadut HaTorah, avait obtenu 52 députés. Donc le bloc qu'on appelle du changement à l'époque avait obtenu 62 députés en intégrant le parti Yamina de Bennett. Mais très vite, dès le lendemain des élections, enfin dans les jours qui ont suivi, un des députés de Bennett, de Yamina, avait fait défaut. Shikli, il avait rejoint plus ou moins attaché au Likoud. Et puis une autre députée en cours de mandature, ce qui a provoqué les élections qui viennent de se dérouler, a quitté aussi ce parti Yamina, ce qui a ramené 60 députés dans ce bloc. Et il y avait 6 députés de la liste unie arabe qui n'étaient pas rattachés, évidemment, ni dans un bloc ni dans l'autre. Ça, c'était pour 21. 22, si on prend les parti par parti, on arrive dans ce bloc de droite en nombre de députés pour les mêmes partis à 64 députés, et le bloc de gauche, enfin de gauche, ou enfin entre guillemets, on arrive à 51, et la liste arabe unie à 5 députés. Donc ça, c'est déjà en termes de nombre de députés. Le taux de participation, il y a une progression entre 21 et 22 de 352 942 électeurs. Alors, je ne parle que des billets qui ont été validés. Hein. Je ne tiens pas compte des billets blancs ou des billets non validés. Soit une progression de 8%. Ça, c'est un fait majeur. C'est une élection où les gens ont beaucoup voté. Premier point. L'écart des voix, maintenant, si vous avez vu en nombre de députés, l'écart, il est significatif maintenant, 64-51. Maintenant, en nombre de voix, si je considère toutes les voix obtenues par le bloc de droite, hein, y compris, et je les rajoute, les voix obtenues par Ayelet Shaked, qui, comme vous le savez, qui était avant avec Bennett dans la liste Yamina, et qui, cette année, n'a pas réussi à passer le seuil minimum électoral, donc les 56 793 voix de son parti n'ont donné, soit 1,19%, n'ont pas permis à Ayelet Shaked d'obtenir des députés. Par contre, elle avait dit très clairement avant les élections qu'elle se rattachait au bloc de droite. Donc, si je compte tout cela, j'arrive à 2 360 657 voix. Et l'autre bloc, sans donc les voix de Shaked, mais en intégrant toutes les listes arabes, on va ensuite les commenter, mais qui sont toutes des voix, entre guillemets, anti-Bibi, hein, on arrive à 2 330 464. C'est-à-dire quoi? Que l'écart en nombre de voix entre les deux blocs est de 30 000 voix. Enfin, un peu plus de 30 000 voix. Ça, c'est un point qui me semble intéressant. Si je fais la somme entre 21 et 22 des voix des 3 partis de Lapid, Yachatid, Avoda et Meretz, hein, qu'est-ce que je constate? Qu'il y a une progression entre 22 et 21 de 88 068 voix, soit 8% de progression, soit la moyenne de la progression nationale. C'est-à-dire qu'en fait, on peut supposer que ces électeurs-là sont toujours présents, même ils ont augmenté en proportion, la même proportion que la progression nationale, mais ils se sont répartis différemment. Et disons, les règles, comme vous le savez, chaque parti doit dépasser 3,25% des voix, n'ont pas permis aux Meretz d'avoir des députés. Au dernier point,
le vote arabe, tous les partis arabes confondus, on constate une progression de 131 000 voix, soit 35% d'augmentation des électeurs arabes. C'est aussi un point important, c'est qu'ils ont plus voté que l'an dernier, moins qu'il y a quelques années quand ils avaient fait une liste commune, toutes les partis arabes ensemble, mais quand même, ils arrivent à une augmentation de 35%, ce n'est pas négligeable. Et enfin, tous les partis religieux confondus, les partis orthodoxes plus le sionisme religieux, mais on a plus de 50% d'augmentation. Voilà, c'est quelques chiffres que je voulais vous montrer en introduction. Maintenant, et je vais donc passer la parole à notre ami Denis. Alors, Denis Charbit, tous nos amis le connaissent. Enfin, je rappelle que tu es historien, professeur à l'Open Université d'Israël. Tu es auteur de nombreux livres sur le sionisme. J'en cite deux, Israël et ses paradoxes, avec les Bleus, et Retour sur Al-Samilan. Puis ensuite, Michael Blum, journaliste israélien au bureau de l'AFP à Jérusalem, interviendra après. Donc, Denis, la parole est à toi. Merci. Bonsoir à vous tous et heureux de retrouver beaucoup de visages familiers parmi vous. Bien, je vais donc essayer de me livrer à des premiers commentaires. Je pense que vous avez dû en lire pas mal, donc je vais essayer d'un petit peu d'innover. Je crois que ce qui est significatif à travers ce vote, c'est que c'est vrai qu'il a surpris, ne serait-ce que parce que les sondages nous avaient enseigné depuis environ 3 semaines à mois, je dirais même depuis le départ depuis la dissolution de la Knesset, que nous allions droit vers un match nul. Et que finalement, ce match nul ne s'est pas révélé tel, puisque pour la première fois depuis le premier round d'élection en mars 2019, nous nous trouvons avec une majorité stable de 64 députés, certes, qui a été obtenue par le fait que 2 listes, celle du Balad et celle du Meretz, étaient très près du seuil d'éligibilité, mais néanmoins ne l'ont pas franchi, ce que je rappelle avait été le cas du Yamina lors du premier round que j'ai évoqué tout à l'heure. Je crois que, bon, je ne voudrais pas commenter les chiffres que tu as donnés, mais il faut bien comprendre que je dirais la variable peut-être la plus significative d'une élection à l'autre, c'est effectivement l'augmentation très sensible du nombre de suffrages exprimés. Et ceci, il faut bien le comprendre, n'est pas tendu comme on pourrait le penser au fait, je dirais, une sorte de civisme accru qui se serait révélé cette fois-ci. Ça a pu jouer psychologiquement, c'est-à-dire le sentiment qu'il faut aller voter. Il y a eu énormément d'appels, comme il y en a chaque fois régulièrement. Il y en a eu encore un peu plus cette fois-ci. Mais je dirais qu'au-delà peut-être du civisme de dizaines de milliers d'électeurs qui ont estimé devoir aller voter, il y a peut-être aussi le fait que là, il n'y avait plus de menaces de corona, donc il n'y avait pas aussi cet aspect-là de certains qui hésitaient à aller voter à cause des situations sanitaires qui restaient encore un peu voilà, menaçantes, même en 2021. Je dirais qu'il faut bien comprendre que cette progression est due à une chose que tous les partis politiques ont compris, et notamment le Likoud, mais également Yesh Atid, à savoir que les élections seraient tranchées par la chasse aux abstentionnistes, c'est-à-dire par un effort soutenu dans les derniers jours et le jour même, bien sûr, des élections, pour aller convaincre, en allant voir, en considérant les listes électorales, qui étaient considérés comme sympathisants du centre ou bien du Likoud, mais qui ne s'étaient pas déplacés, faute d'y croire pour des tas de raisons, voilà, mais en tout cas qui ne s'étaient pas déplacés lors des 4 premiers scrutins. Et ça a été très clairement exprimé durant la campagne. Ce serait l'abstention, ou plus exactement la mobilisation des abstentionnistes, c'est-à-dire justement le fait qu'ils ne sont plus abstentionnistes et qu'ils se déplacent pour aller voter, qui ferait la différence. Et là, incontestablement, et sans vouloir par là réduire les choses à un aspect technique, que ne vous méprenez pas sur ce que je dis, mais clairement, le Likoud s'est montré, et le Chasse d'ailleurs, le Likoud et le Chasse se sont montrés particulièrement combatifs et ont été bien payés de cette lutte-là.
de ce combat-là, du porte-à-porte, hein, comme ça a été décrit par les journalistes qui ont commenté qui ont fait des reportages sur la campagne électorale. On peut même se référer à cette campagne de Bibi Tour, hein, n'est-ce pas, qui est allée d'une localité à l'autre. Les localités n'ont pas été choisies au hasard. C'est là où précisément, et beaucoup d'enquêtes avaient été faites durant cette dernière année, pour noter notamment concernant l'électorat de droite, que certes, dans les villes de développement, que ce soit Kriyat Shmona, que ce soit Sderot, que ce soit Netivot ou Dimona, le Likoud totalisait plus de 60%, voire 70% des suffrages. Additionné aux chasses et au parti du sionisme religieux, ça arrivait voire 80%, ce qui, je dirais, manifestait le désert sociologique dans lequel la gauche et le centre se trouvent, hein, c'est-à-dire que tout au plus, ils totalisent 10%, 5%, 15%, jamais plus de 20%. Alors ça, c'était le chiffre positif, mais c'était l'arbre qui cachait la forêt, comme beaucoup de spécialistes de sociologie électorale nous l'ont montré, puisque derrière ces 80% de participation électorale dans les villes de développement, on se rendait compte que ce n'était à peine que 50% des suffrages exprimés. C'est-à-dire, ça voulait bien dire que l'autre moitié, alors peut-être pas jusqu'au bout, parce qu'il y en a qui ont déménagé, qui n'ont pas changé leur adresse, il y en a qui sont à l'étranger, etc. Mais le fait est qu'il y avait un vivier très important, parfois même la majorité des électeurs, dans des forteresses du Likoud ou de chasse qui ne se sont pas déplacés. Et donc, je dirais que toute analyse des chiffres que tu as faites, David, doit tenir compte de cette progression. Donc, si on voit par exemple que il y a eu un peu plus de 80 000 pour le bloc de gauche et Yesh Atid et Meretz également, etc. En fait, alors on pourrait dire finalement on a fait un petit progrès, pas tout à fait, parce que encore une fois il y a eu un déplacement significatif, hein, une augmentation spectaculaire. Ça a été noté d'ailleurs. Ça a été d'ailleurs noté à tel point, une petite anecdote, qu'en général, le jour des élections, non seulement on annonce le taux de participation à plusieurs moments de la journée, en le comparant à celui du dernier suffrage, mais cette fois-ci, on s'est abstenu, alors que les années précédentes, on le faisait, de préciser dans quel secteur il y a eu plus de participation, comprenant bien que c'était une manière, une indication du sens des résultats. Voilà. Et donc, on a précisé seulement qu'il y avait forte participation, mais en s'abstenant, les journalistes sont abstenus cette fois-ci de préciser si c'était dans le secteur arabe ou dans le secteur des villes de développement ou dans les grandes villes, etc., pour ne pas, je dirais, en quelque sorte, suggérer le résultat final. Donc, encore une fois, je reviens sur cette apparence d'une énorme surprise, encore une fois, parce que les sondages ne cessaient de nous dire qu'on allait vers un 6e tour. Certes, on donnait l'avantage à Netanyahou, 61, 62. C'était d'ailleurs le résultat des premières estimations à 10h du soir, ou 21h, heure de Paris. Mais il faut bien dire que, voilà, quand bien même la surprise par rapport au sondage était réelle, en vérité, ce à quoi nous assistons, je dirais, n'est que, comment dirais-je, l'accomplissement d'un processus qui dure déjà depuis finalement fort longtemps. Je le rappelle, et je le rappellerai également ici, si nous prenons la fameuse césure dans la vie politique israélienne, constituée par la montée du Likoud au pouvoir pour la première fois dans son histoire en 1977. 1977-2022, ça fait 45 ans. En 45 ans, ce qui est énorme, hein, c'est presque un demi-siècle, en un demi-siècle, la gauche s'est retrouvée au pouvoir. Quand je dis la gauche ou le centre, la gauche et le centre, le Parti travailliste ou le Parti Kadima, se sont retrouvés aux affaires, je dis bien aux affaires, c'est-à-dire non pas cinquième roue du carrosse, non pas partenaire d'une coalition dirigée par le Likoud. Je dis quand les travaillistes ou le Parti centriste Kadima, ou Yesh Atid d'ailleurs, se sont retrouvés aux affaires, ça fait à peine 12 ans. Voilà. Donc 12 ans sur 45 ans, pas besoin de faire la proportion, ce qui montre bien qu'il y a quand même ici quelque chose, je dirais, qui est de l'ordre de la longue durée. Je me permettrai de faire une petite réflexion. En fait, je pourrais dire, si j'embrasse toute la vie politique d'Israël, okay, peut-être mis à part la parenthèse 77, 96 ou 99, où effectivement il y a eu pas mal d'alternance, hein,
88 c'était Shamir, 92 c'était Rabin, 96 c'était Netanyahou, 99 c'était Barak. Mais néanmoins, on peut se faire cette réflexion sur la culture politique israélienne de 48 à aujourd'hui, à savoir qu'en fait les Israéliens ont énormément de difficultés avec l'alternance. Ils ne savent pas trop ce que c'est. Et quand je dis ils ne savent pas trop ce que c'est-à-dire que je pars de l'idée assez reconnue enfin, en sciences électorales que globalement, on a toujours 3/4 des électeurs qui restent associés à leur parti depuis le moment où ils ont acquis le droit de vote jusqu'à la fin de leur jour, avec des petites variations. Et puis, l'élection se fait autour de 20-30%, qui, eux, n'ont pas cette même fidélité tribale, si j'ose dire, à un parti politique ou à une famille politique. Hein. Ce n'est pas le parti comme tel, mais c'est la famille comme telle. Mais c'est justement ce tiers-là qui fait la différence parce qu'il ne se sent pas tenu de rester fidèle à une famille politique. Ce qu'on retrouve en général dans toutes les démocraties, c'est-à-dire un tiers des électeurs qui évaluent le bilan de manière rationnelle en disant j'étais content, je continue, je n'ai pas été content, je passe de l'autre côté. Ça, cette volatilité-là, comme on dit, ça fait 3 ans, 4 ans qu'elle n'existe plus. Hein. Et en gros, même si on ne peut pas encore le mesurer aujourd'hui, mais le passage d'un bloc à un autre est quasiment nul. Même si ça et là, on a pu entendre que certains hésitaient entre Benny Gantz et Ben Gvir, notamment pour les jeunes qui votaient pour la première fois, ou pour Ayelet Shaked ou Benny Gantz. Mais ça, ce sont les partis qui se trouvaient en quelque sorte à la frontière. Mais de manière générale, il faut bien comprendre qu'il y a une fidélité, alors pas à l'intérieur d'un bloc, hein, c'est le Meretz qui en a fait les frais, et le Parti travailliste également, en rejoignant le parti de Yair Lapid. Mais en tout cas, encore une fois, si je reprends cette analyse un peu générale que j'essaye de faire ici, les Israéliens ne sont pas friands d'alternance, mis à part cette parenthèse que j'ai signalée tout à l'heure. On a connu 29 ans de parti travailliste. Et en gros, à peu de choses près, on est sur une dynamique de 30 ans, voire peut-être plus, de victoire du bloc de droite dirigé par le Likoud. Ce que je voudrais dire ici, et non sans quelque gravité bien sûr, c'est que la victoire de ce bloc n'est pas seulement la victoire, on va dire, de l'option du Grand Israël sur la solution de 2 États. Pour 2 raisons. D'abord, ça fait déjà près d'une décennie que ce débat-là n'est plus véritablement au centre. Certes, il reste encore un marqueur relatif, mais très relatif. Il n'est plus, encore une fois, au centre ni de la campagne électorale, ni des motivations des électeurs. Et on a bien vu d'ailleurs qu'il ne s'est pas passé grand-chose, à bien des égards, ce bloc du changement ne méritait pas tellement son titre de bloc de changement, en tout cas concernant la question palestinienne. La seule différence, qui n'est pas négligeable, hein, mais qui n'est pas non plus énorme, entre ce qu'avait fait Netanyahou jusqu'à présent, depuis 2014, donc depuis la fin de la dernière négociation avec l'autorité palestinienne, et le bloc dirigé par Bennett, enfin le gouvernement dirigé par Bennett puis par Lapid, c'est que là où Netanyahou ne souhaitait pas un retour à la négociation pour des raisons, je dirais, évidentes, justement, et cherchant à contourner le problème palestinien, ce qu'il a fait avec les accords d'Abraham, la justification qu'apportait et Bennett et surtout Lapid, c'était de dire que la coalition ne permettait pas un retour à la négociation. Donc, il y avait une manière de s'excuser un petit peu, de justifier un petit peu le fait, mais le fait est que dans les 2 cas, c'était la même politique, c'est-à-dire on ne reprend pas la négociation avec les Palestiniens. Et voilà, si vous voulez vraiment le bilan, je le dis de manière un peu cynique, le grand changement apporté par ce gouvernement qui a duré 1 an, c'est qu'effectivement, Benny Gantz s'est fendu de 2 ou 3 visites chez Mahmoud Abbas ou inversement dans sa demeure. Voilà. Si on estime que ça, c'est un changement capital, oui, ça pouvait être le premier degré, à condition qu'il soit suivi d'autres. Or, ça n'a pas été le cas. Bien entendu qu'on peut toujours argumenter du fait que ce gouvernement n'a tenu que1 an pour effectivement ne pas espérer trop en attendre, puisqu'il n'a pas eu le temps, il n'a pas eu la durée qui est nécessaire. Donc, ce que je voudrais ici défendre comme point de vue, c'est donc l'idée que ce n'est pas seulement la défaite du Grand Israël, la défaite de l'option à 2 États,
puisqu'encore une fois, ce n'était pas un sujet majeur. Mais je dirais, et je le dis avec beaucoup plus de, comment dirais-je, de gravité, une fois de plus, c'est à bien des égards, si on prend cette expression, ce syntagme qui est dominant depuis les années 90, hein, depuis même la fameuse loi fondamentale sur la dignité de l'homme et sa liberté, vous savez que dans cette loi-là, il y a cette référence à l'État d'Israël comme État juif et démocratique. Et vous savez qu'un intense débat mené par des universitaires, des faiseurs d'opinion, etc., autour de voilà, le sens de État juif et démocratique, ou que même Aaron Barak avait donné sa propre définition de ce que voulait dire. Et je voudrais par rapport à cela rappeler cette boutade dont était friand Yosef Bourg, hein, un des leaders, un des caciques du Parti national religieux première manière, hein, et qui disait que dans cette notion d'État juif et démocratique, le mot le plus important, c'est la conjonction de coordination, le « et ». Voilà, le vavachibour, comme on dit en hébreu. Et que ça voulait dire pour lui, alors qu'il était même un des piliers de ce sionisme religieux ouvert sur la modernité, hein, originaire d'Allemagne en l'occurrence pour lui, je dirais que ce qui se profile aujourd'hui, et en ce sens, oui, il y a quelque chose de l'ordre d'une contre-révolution, je dis contre-révolution par rapport à la révolution sioniste et même par rapport à la révolution constitutionnelle dont je vais dire un mot, je dirais que ce qui ici est en train de se profiler, c'est l'éclatement de cette notion d'État juif et démocratique, c'est-à-dire cette tentative très paradoxale, très compliquée, consistant à tenir les deux bouts. Nous sommes un État juif et nous sommes un État démocratique. État démocratique voulant dire, je le précise pour que les choses soient claires, démocratique voulant dire pas seulement le régime consistant à désigner, à confier au peuple, à désigner le peuple comme le souverain qui désigne donc les représentants, donc pas simplement le mécanisme politique et électoral pour désigner les leaders d'un pays, les chefs d'un État, démocratique au sens, je dirais, de la limitation du pouvoir. Voilà. Alors, attention, je ne veux surtout pas, et je sais que dans ce type de débat-là, on a tendance, sous prétexte qu'on est en train de désigner une contre-révolution, comme je viens de le faire tout à l'heure, on pourrait penser que tout ce qui précède était extraordinaire, était idyllique. Non, c'est bien depuis 1948, là je vous renvoie au livre de Sami Cohen qui montre bien que dès le départ, la démocratie israélienne était très complexe et très compliquée pour, allez, on va dire 2-3 raisons. D'abord, le fait qu'il n'y a pas de nation civique, déjà. Hein. Bien sûr, nous sommes tous des Israéliens, mais ça, ce n'est pas le Likoud ou Netanyahou, les partis religieux qui ont inventé cela. C'est bien l'État d'Israël, quand il s'est constitué, a considéré que quand bien même il y a des citoyens juifs et arabes, ils ne font pas partie du même peuple. Voilà. Parce qu'ils ne partagent pas la même langue, la religion, etc. Or, la notion du politique, et notamment en démocratie, c'est bien de constituer à partir des différences un seul peuple qu'on aurait appelé le peuple israélien. Cette notion-là ne veut strictement rien dire, elle n'a jamais voulu strictement rien dire, et c'est la raison pour laquelle, si j'ajoute le fait que nous n'avons pas de constitution, et il faut bien comprendre que si nous n'avons pas de constitution, ce n'est pas simplement parce que les religieux estiment que c'est la Torah et pour éviter une guerre civile que nous l'avons évité. Donc, je ne vais pas refaire toute l'histoire d'Israël et notamment des défauts fondamentaux, mais qui s'est traduit par, je dirais, à la fois une Knesset entièrement souveraine, privée d'une Cour suprême activiste, hein, c'était bien le cas dans les 30 premières années ou 40 premières années de l'État d'Israël, mais avec une capacité de retenue. Hein. Souvent dans la discussion, dans le débat, on dit mais il n'y avait pas non plus de Cour suprême, de haute Cour de justice aussi active dans les années 50-60. Oui, c'est vrai, mais tout simplement parce qu'on n'en avait pas véritablement besoin. Parce qu'il y avait une sorte d'autodiscipline, d'autoretenue. Ce qui est en train, et j'aurais terminé ici mon point, ce qui est en train de sauter, en fait, nous risquons de payer cher tous ces vices de forme initiaux à la démocratie israélienne, pas de constitution, pas de séparation de la synagogue et de l'État. Quand je dis séparation, ce n'est pas le caractère juif de l'État d'Israël. Le caractère juif de l'État d'Israël n'a rien à voir avec la question
du pouvoir que nous déléguons à des institutions religieuses. On fait ici une confusion en Israël, je dis, totale entre les deux. On peut avoir un État qui a un caractère juif de par la majorité culturelle, hébraïque, voire religieuse et confessionnelle des habitants, mais quand on parle de séparation, c'est tout simplement la place des institutions, le pouvoir que nous concédons à l'autorité religieuse. Donc l'addition de tout cela a pu néanmoins, n'a pas empêché, notamment dans les années 80 et 90, une libéralisation et une démocratisation de l'État d'Israël dans la tendance générale qui a été celle de l'Europe notamment, c'est-à-dire la démocratie, c'est limiter les pouvoirs de l'exécutif. Et là, c'est ce que je voudrais, et je termine ici, c'est le fait que le premier dossier qui va être sans doute traité par le nouveau gouvernement qui va se mettre en place assez vite, c'est effectivement la limitation de l'autorité judiciaire, c'est-à-dire voilà, la mise en cause d'un des contre-pouvoirs d'autant plus efficace et dont je ne conteste pas qu'il s'est lui-même arrogé ce pouvoir. Ce n'est pas la Knesset qui lui avait donné l'autorisation d'annuler les lois, c'est la Cour suprême qui l'a fait. Donc c'est vrai qu'il y avait une sorte de coup de force, si j'ose dire, entre guillemets, mais ce qui risque de se passer, puisqu'il semblerait que ce soit le premier dossier sur lequel tout le monde s'entend, c'est effectivement la mise en cause très sévère. Et ce n'est pas tant le fait que, à la possibilité que la Haute Cour de justice annule des lois, elle en a annulé une quinzaine en 25 ans, et ce n'est pas non plus le fait que la Knesset réagisse à cette possibilité-là en disant désormais nous pourrons revoter une loi qui a été annulée par la Haute Cour de justice qui fait problème, c'est tout simplement le fait qu'il suffira de 61 députés. Alors, attention, j'anticipe peut-être que finalement on s'entendra sur 65 voire 70 députés, et en quel cas ça voudra dire que dans l'avenir, il ne faut pas penser uniquement dans les 4 ans à venir, ça voudra dire que tout gouvernement pourra remettre en selle une loi qui aurait été annulée par la Haute Cour de justice à condition de faire appel à des députés de l'opposition. Donc, je dirais que ce qui est en cause aujourd'hui, c'est, me semble-t-il, la rupture de cette conjonction de coordination entre État juif et État démocratique. J'ai donné que l'exemple de la Haute Cour de justice, mais il y en a beaucoup d'autres. Ce qui me paraît surtout, comment dirais-je, le plus significatif dans ce nouveau climat qui règne depuis mardi dernier, c'est à quel point des choses inconcevables aujourd'hui passent, je dirais, sans soulever de protestation. Ça y a une sorte de docilité de l'opinion publique et des médias qui accompagnent ce mouvement-là très clairement. Et j'en prendrai qu'un seul exemple. Le fait que Itamar Ben-Gvir a réclamé pendant la campagne électorale le ministère de la Sécurité intérieure, c'est-à-dire en gros le ministère de la Police, et que il y a ici quelque chose, je veux dire, c'est vraiment appelé le pyromane à se faire en quelque sorte le pompier de la situation, si j'ose dire. Et ça que moi, on aurait pu penser spontanément que Netanyahou n'allait pas aller jusque-là. Encore une fois, j'anticipe un peu, on n'a pas encore les résultats définitifs des transactions, elles n'ont même pas commencé réellement, ou à peine. Mais le fait qu'on s'habitue déjà à l'éventualité très plausible et très probable qu'il obtienne le ministère de la Sécurité intérieure, ce qui veut dire, il faut bien le comprendre, les relations avec, c'est-à-dire le ministère le plus délicat dans les rapports avec la population arabe d'Israël. Je dirais que là, ça montre à quel point il y a une sorte d'affaissement, voilà, du réflexe démocratique, alors tétanisé peut-être par le résultat des élections, mais qui augure, me semble-t-il, de beaucoup de choses qui pourront avoir lieu et qui voilà, ne choqueront pas plus que cela. Moi, je suis frappé en tout cas de la normalisation avec laquelle on traite Itamar Ben-Gvir, dont je dirais, sur ce point-là, on fait comme si Itamar Ben-Gvir était un rejeton légitime du sionisme religieux. On a presque l'impression que ce serait un disciple du Rav Kook. Or, il faut bien comprendre qu'Itamar Ben-Gvir ne vient absolument pas
de ce courant-là magistral, extraordinaire, qui a fait énormément de choses dans l'histoire du sionisme et dans l'histoire d'Israël. Il vient d'un courant qu'on appelle le kahanisme, et toutes les déclarations pour dire qu'il a changé, etc., attendez, vous ne trouverez aucune déclaration de sa part consistant à dire que Kahana s'est trompé, Kahana a tort, Kahana disait n'importe quoi, c'est tout sauf une tchouva. D'ailleurs, ça se limite en général chez lui en disant tout simplement qu'il a retiré la photo du docteur Baron Goldstein, celui qui avait massacré les musulmans au caveau des patriarches. Voilà, c'est à cela que cette dédiabolisation, en quelque sorte, se résume. Donc oui, il y a ici une contre-révolution et elle promet effectivement des jours difficiles pour tous ceux qui sont attachés à un Israël libéral et démocratique. Et je pense que de ce point de vue-là, la diaspora devra se poser la question de ses relations avec l'État d'Israël, si cette pente-là est suivie comme elle semble le faire depuis quelques jours, en tout cas au regard des résultats. Bonjour à tous. Alors, bonsoir Denis. Je vais essayer d'évoquer quelques points justement pour expliquer cette victoire de la droite dure et des partis religieux. Alors, ce gouvernement s'annonce comme être le gouvernement le plus à droite de l'histoire de l'État d'Israël, mais aussi celui où les religieux ont le plus de pouvoir. Et c'est une nouveauté. Et on ne peut pas encore imaginer les conséquences. Ce qu'on peut faire pour l'instant, c'est essayer de comprendre comment on en est arrivé là. Alors, d'abord, je voudrais noter en 5 points très rapides quelques on va dire, essayer de comprendre cette victoire. Alors, Netanyahou, le charisme de Netanyahou est connu, mais Netanyahou, le Likoud, n'a pas gagné énormément de sièges par rapport aux élections précédentes. Vous l'avez vu sur le tableau présenté par David, le Likoud ne gagne que 2 sièges par rapport à il y a 1 an et demi, mais Netanyahou remporte une victoire éclatante grâce à sa stratégie. Sa stratégie, c'est réunir autour de lui, avoir réussi à garder près de lui les partis ultra-orthodoxes, les 2 partis ultra-orthodoxes, en leur faisant des promesses électorales. On verra s'il les tient, mais en tout cas, il leur a fait des promesses qui font qu'ils ne pouvaient pas envisager, c'est ce qu'ils avaient annoncé, les dirigeants des 2 partis, une alliance avec quelqu'un d'autre qu'avec Netanyahou, et de l'autre côté, en réussissant à unir plusieurs partis d'extrême droite, donc le parti de Bezalel Smotrich, sionisme religieux, le parti d'Itamar Ben-Gvir, Otzma Yehudit, et aussi le petit parti radical Noam. Ce que la gauche n'a pas réussi à faire, Lapid ayant siphonné les voix de la gauche au lieu de réussir à d'essayer de réunir le Parti travailliste et Meretz, qui a coûté donc à ces 2 partis, vous l'avez vu. Ça, c'est la victoire de Netanyahou, c'est d'avoir conservé ses alliés pendant 1 an et demi, alors que Gantz avait tendu la main la veille des élections, Benny Gantz affirmant qu'il était le seul capable de faire un gouvernement, en imaginant qu'il pourrait attirer dans un gouvernement, dans une coalition avec lui, les partis ultra-orthodoxes qui ont refusé jusqu'au dernier moment. Alors, le phénomène Itamar Ben-Gvir, 2e point, ce n'est pas, et Denis l'a très bien expliqué, il ne vient pas du sionisme religieux, il n'est pas issu du sionisme religieux. Itamar Ben-Gvir est issu du kahanisme, donc le mouvement le plus radical. Rappelons que quand son maître à penser, le Meir Kahana, était député à la Knesset en 1984 et 1988, Yitzhak Shamir, à l'époque le Premier ministre et l'homme peut-être qui représentait le mieux la droite israélienne, sortait du Parlement quand Kahana prenait la parole. Aujourd'hui, son successeur est le partenaire de Binyamin Netanyahou, le successeur de Shamir. C'est montrer comment les choses ont changé. Mais il faut comprendre que Ben-Gvir a apporté des voix, non pas du sionisme religieux, non pas des colonies de Cisjordanie, mais de la périphérie. Il a pris des voix finalement au Likoud. À Beersheva, le parti de sionisme religieux est 2e après le Likoud, alors que le parti de Smotrich, il y a 1 an et demi, était loin derrière. À Sderot, le parti de Smotrich, il y a 1 an et demi, avait obtenu 10%, cette fois-ci 25% des voix, et c'est très important. Ben-Gvir a aussi réussi à attirer une partie du public Haredi. Vous voyez que le parti Ashkenaz Haredi, Yahadut HaTorah, malgré une démographie galopante dans le monde Haredi, ce parti est resté avec 7 sièges comme il y a 1 an et demi.
ce qui prouve qu'une partie des Haredim, surtout les jeunes, sont allés voter apparemment pour Itamar Ben-Gvir. On a parlé de Ben-Gvir qui se présente comme un Ben-Gvir modéré. Il a écrit ce matin une lettre publique tendant la main à la gauche en disant « Vous êtes mes frères et on peut parler, vous verrez qu'on est d'accord sur 90% des sujets ». Jeudi soir, il y a la cérémonie annuelle à la mémoire du rabbin Meir Kahana, son maître à penser, à laquelle il participera. Je pense qu'à ce moment-là, beaucoup d'Israéliens verront le vrai visage d'Itamar Ben-Gvir et pas celui de sa campagne. Pour revenir à troisième point, au sionisme religieux, le parti de Bezalel Smotrich se veut le successeur du Parti national religieux historique qui a été membre des premières coalitions à la création de l'État et pendant quasiment toute l'histoire de l'État d'Israël. Mais Bezalel Smotrich a créé un parti qui est beaucoup plus radical, beaucoup plus à droite et qui seul, s'il s'était présenté cette année comme il y a 1 an et demi, n'aurait pas dépassé sûrement les 6 élus. C'est-à-dire que le public sioniste religieux, le public issu de la pensée du Rav Kook, justement, se retrouve aujourd'hui en partie au Likoud, bien entendu, mais certains votent pour le parti Chasse, mais pour Yesh Atid, qui a sur sa liste des élus aujourd'hui 2 députés avec une kippa, sur la liste du Machane Mamlarti, la liste de Benny Gantz et Gideon Sa'ar, où sur les 10 premiers de la liste, 6 sont issus du sionisme religieux. Sur la liste du Parti travailliste, il y avait un candidat issu du sionisme religieux. C'est-à-dire que le parti de Smotrich, c'est un parti qui est issu du sionisme religieux historique, mais qui s'est radicalisé, qui a perdu une grande partie de ses membres. Rappelons que Naftali Bennett, une fois, et avant lui, je crois, Zvulun Amer déjà, ou en tout cas dans le passé, le Parti national religieux avait obtenu 12 sièges sans alliés d'extrême droite. Donc aujourd'hui, en fait, le sionisme religieux s'est complètement dispersé et c'est peut-être d'ailleurs une victoire de cette idéologie, parce que l'idéologie du sionisme religieux, c'était pouvoir entrer à travers dans toutes les parties du pays, c'est pouvoir se fondre et s'intégrer, pouvoir être à l'armée et dans les tribunaux et dans les médias. Et c'est peut-être quelque part une réussite de l'idéologie historique du sionisme religieux. Il faut penser aussi à essayer de comprendre l'échec d'Ayelet Shaked. Pendant 1 an et demi, le gouvernement a été dirigé par le parti Yamina, qui avait certes que 7 sièges au moment des élections il y a 1 an et demi, mais néanmoins, c'était la première fois dans l'histoire, et c'était historique pour le sionisme religieux, Naftali Bennett, premier ministre avec une kippa sur la tête et entouré de gens très à droite, mais qui ont fait des concessions et qui se sont alliés non seulement avec le centre et la gauche, puisque Meretz faisait partie du gouvernement Bennett, ce qui était inimaginable il y a quelques années, mais aussi le premier gouvernement qui a fait entrer un parti arabe dans sa coalition, qui était partenaire en tout cas de la coalition, le parti de Mansour Abbas. Et quel est le résultat? Finalement, c'est l'échec d'Ayelet Shaked qui a essayé de poursuivre, de reprendre les rênes du parti en changeant de nom. C'est plus Yamina, elle a repris l'ancien parti Foyer Juif. Mais en fait, l'échec de Shaked s'explique pour 2 raisons. Une partie des électeurs de Shaked ont senti qu'ils ne pouvaient plus voter pour elle parce qu'ils s'étaient sentis trahis par la formation du gouvernement Bennett allié avec la gauche et Mansour Abbas, et une autre est sentie trahie parce que ceux qui ont aimé l'idée que le sionisme religieux pouvait s'associer à nouveau, je dirais, puisque c'était le cas aussi dans le passé avec le Mapai, pouvait de nouveau s'associer avec la gauche. Ceux-là ont vu dans la déclaration de Shaked annonçant qu'elle irait uniquement avec Netanyahou aussi une trahison aux idéaux auxquels ils avaient adhéré, ce qui fait que finalement elle réunit 56 000 voix seulement, et c'est donc un échec cuisant. Dernier point, on parle beaucoup du vote des colons, de la population juive de Judée-Samarie / Cisjordanie. Alors, rappelons qu'il y a 250 000, enfin environ, hein, ça a évolué sûrement ces derniers mois, parce qu'il y a aussi une forte démographie, mais il y a environ 250 000 électeurs dans les colonies juives de Cisjordanie. Environ un tiers sont Haredim, puisque les plus grandes colonies sont des colonies ultra-orthodoxes, Modi'in-Illit, Beitar-Illit et Tel Zion. Donc, c'est déjà une grande partie de cet électorat qui ne vote pas pour les partis sionistes religieux.
Et si le parti sioniste religieux est majoritaire dans les colonies qu'on avait dites idéologiques de droite, ça fait finalement qu'une petite partie des 14 sièges obtenus par cette liste. Et si on peut parler de peut-être 3-4 mandats parmi les colons, aujourd'hui, et je crois que ça revient à l'idée de la solution à 2 États face au Grand Israël, je crois que ce n'était pas l'enjeu principal des élections, c'est clair, la cherté de la vie est importante, le système, la réforme éventuelle du système judiciaire, mais y compris, ce que je veux dire, c'est que pour les colons, ces dernières années, la réalité s'étant imposée, faisant que il n'y a pas à vue d'œil de risque d'évacuation, de plan de paix, de négociation, tout simplement, parce que ni Lapid, ni Gantz, ni aucun des dirigeants de l'autre camp, du camp anti-Bibi, avaient annoncé qu'il entamerait des négociations à un moment ou à un autre. Donc, ce n'était pas l'enjeu, et ce n'était pas non plus l'enjeu du vote de la majorité des colons de Cisjordanie. La bonne nouvelle peut-être de la formation de ce gouvernement, c'est, quelles que soient les opinions des uns et des autres, c'est que c'est la fin d'un blocage politique. On peut s'attendre maintenant à un gouvernement si Netanyahou, alors évidemment on peut envisager des divers scénarios, j'ai vu dans les questions que les gens se demandaient quelles sont les possibilités que Netanyahou ne forme pas cette coalition avec les 3 partis avec lesquels il a donc une majorité de 64 élus. À l'heure actuelle, Netanyahou est un pragmatique, il n'est jamais allé très très loin à droite, il n'a pas annexé la Cisjordanie, il n'a pas créé de nombreuses colonies, il n'a jamais évacué Khan el-Ahmar, qui était un des étendards de la droite et de l'extrême droite. Donc, s'il y a trop de pression, notamment de Itamar Ben-Gvir et de ses alliés, il pourra toujours se tourner vers les alliés potentiels du centre, mais je pense que Benny Gantz n'acceptera pas facilement de rentrer en avec Netanyahou après sa mésaventure lors du gouvernement où il y avait une rotation que Netanyahou n'a pas respectée. Et on peut difficilement, en tout cas pour l'instant, imaginer une autre coalition que celle qui s'annonce vraisemblablement dès la semaine prochaine avec la formation d'un gouvernement Netanyahou, Smotrich et Haredim. 2 choses. Alors de manière, il y a 2 choses qui me frappent, il faut le dire. C'est des choses qui sont temporaires, transitoires ou non. Moi, il y a quelque chose qui me frappe beaucoup dans la vie politique israélienne, c'est à quel point la droite est capable de produire des leaders qui ont un véritable charisme. Voilà, on peut les aimer, on peut les détester, mais quand vous prenez Deri, je ne prends pas le nouveau leader du parti orthodoxe Ashkenaz qui entre en lice maintenant, je suis pas sûr, on va dire, pas certain qu'il en révèle au cours des choses, mais c'est moins important pour eux. Mais si j'additionne donc Aryeh Deri, Smotrich, Ben-Gvir et Netanyahou, vous avez là de vrais hommes politiques qui ont une parole, qui ont une conviction, qui ont une manière de s'exprimer qui peut susciter l'irritation, la contestation, la protestation ou au contraire l'engouement. Et il faut bien reconnaître que de l'autre côté, c'est c'est beaucoup moins éloquent. Benny Gantz, alors certes, il s'est amélioré par rapport à son expérience malheureuse lorsqu'il a essayé de faire une coalition avec Netanyahou. Certains ont dit à juste titre que hier, lors de la cérémonie avec Yitzhak Rabin, lorsqu'il a rappelé un moment difficile qu'il a eu lorsqu'il est allé au Kotel et qu'il a été accueilli par assassin, a été certainement le plus éloquent depuis qu'il est entré en politique. Yair Lapid a fait incontestablement la démonstration de sa maturité politique. On ne lui colle plus aujourd'hui à la peau son étiquette de playboy, journaliste, spécialiste de talk show, etc. Donc, de ce point de vue-là, il a pris, encore une fois, une certaine stature, mais ça n'en fait pas un personnage charismatique à l'égal de ce que j'ai cité tout à l'heure. Celle qui n'était pas loin d'y arriver, c'est incontestablement Merav Michaeli, à ceci près qu'elle est tombée dans un dogmatisme tel que finalement elle irrite beaucoup plus, même dans son camp, et surtout en ce moment, en refusant de prendre ne serait-ce qu'une part de responsabilité dans l'échec du camp de la gauche.
Zehava Galon, bah, c'était un comeback, donc de toute façon, on savait bien que ça ne durerait pas très longtemps au-delà de cette législature. Et je dirais donc, sans dire que c'est la variable explicative de l'échec du centre et de la gauche, mais incontestablement là, il y a un déficit de leadership par rapport à ces leaders à droite qui, et même pas seulement les têtes de liste, hein. Et là, donc, je crois qu'il y a une vraie nécessité pour notamment les travaillistes et le Meretz de renouveler le personnel politique en espérant que les futurs aient une véritable autorité, encore une fois, qui peut être contestée par leurs adversaires, mais qui en ferait des gens, je dirais, incontournables. Deuxième point que je voudrais évoquer rapidement, sur la chute du gouvernement précédent, j'ai accueilli avec beaucoup de satisfaction cette coalition, tout en sachant le prix qui allait être payé, c'est-à-dire un certain immobilisme, notamment sur la question de la négociation avec les Palestiniens. Mais néanmoins, voilà, c'est ici un modèle d'avenir. Hein, et regardez d'ailleurs, l'opposition, elle est flagrante. Vous avez un gouvernement qui va être mis en place ultra homogène, si je puis dire, on ne peut pas faire plus homogène que cela. Il y a beaucoup de membres du Likoud qui auraient pu être membres du parti de Smotrich ou de Ben-Gvir, voire même membres du Chasse. Je ne vois pas tellement de différence. Certes, pas beaucoup pourraient ressembler aux ultra-orthodoxes, enfin aux orthodoxes ashkénazes. Mais donc, il y a quelque chose, il y a une sorte d'homogénéisation de tout ce genre. Certains se sont sionisés, notamment l'électorat, tandis que la droite, c'est, comment dirais-je, une plus religieuse en quelque sorte. Là où l'autre coalition rassemblait pas moins de 8 partis politiques avec la présence d'un parti arabe. Incontestablement, l'expérience a échoué, vraisemblablement c'était prématuré, à la fois parce que, et j'avais dit cela tout au début, d'ailleurs il me semble que c'était ici il y a plus d'1 an, pour que cette coalition du changement tienne, il aurait fallu que tous les députés soient des hommes d'État et pas simplement des députés. Or, ils ont été des députés. Ils n'ont pas saisi l'importance historique et pour cela avoir une vision à long terme, en se disant ça va être très difficile, on n'en est qu'au début, mais il faut bien comprendre qu'on travaille ici sur un modèle qui pourra durer, qui pourra constituer l'alternance. C'est ça qui finalement... alors bien sûr que les écarts idéologiques sont assez importants, mais voilà, on pourrait espérer, peut-être pas pour dans l'immédiat bien sûr, mais on pourrait espérer que de la même manière que le parti orthodoxe fait partie de toutes les coalitions de Netanyahou, sans pour autant varier d'un iota sur son antisionisme foncier, il faudrait voilà, voir comment de l'autre côté, sans remettre en cause leur antisionisme foncier, je parle des partis arabes, pour autant être capable d'être à la même table et de prendre des décisions avec les partis du centre et de la gauche. Petite remarque pour compléter un peu ce tableau. Un, c'est qu'en Israël, il y a chaque année près de 250 000 habitants de plus. Ce qui fait qu'entre les deux campagnes électorales, il y a eu à peu près 200 000 droits de vote supplémentaires. Et il est clair, en gros, que ces suppléments de droits de vote vont en grande majorité à la droite. Et c'est une des explications de la différence du nombre de votes, pas seulement le taux de participation. Deuxième chose, l'ambiance qu'il y avait en Israël en 1977, lorsque Begin est arrivé au pouvoir, et pour toute une partie de la population, c'était la panique la plus complète. Et cette panique de 1977 avec Begin me rappelle beaucoup ce qui se passe en ce moment aujourd'hui de la même. Et en fin de compte, il s'est avéré que si on était sûr à l'époque que d'ici 1 mois, 2 mois, il y aurait la guerre, 2 ans après, il y a eu la paix avec l'Égypte. Troisième remarque, c'est ce qu'on n'a pas rappelé ici, c'est que ça fait quelques années qu'il y a une énorme vague de violence en Israël, aussi bien à l'extérieur, venue de l'extérieur, venue des territoires avec les attentats, mais aussi à l'intérieur.
avec le racket qui se développe, avec les assassinats dans les villages arabes, avec les vols agricoles, etc. Et on a là, les Bédouins qui se défoulent avec leurs voitures, leurs armes, etc. Et en fin de compte, ça crée un sentiment que le gouvernement n'assure pas l'ordre. Et à mon avis, c'est une des raisons qui a poussé Ben Gvir. Beaucoup de gens ont dit, lui, c'est le seul qui va mettre de l'ordre là-dedans, parce qu'il a fait des déclarations qu'il va leur rentrer dedans et avec lui, l'ordre va régner. Et cette question de manque de sentiment que les choses sont tenues par la police et par le gouvernement, ça a beaucoup renforcé Ben Gvir. Je suis d'accord, hein, Uri, je suis assez d'accord sur le fait que ce thème de la sécurité intérieure qui a certainement fait basculer beaucoup de jeunes, voire même dans la périphérie, en faveur de Ben Gvir. Je voudrais revenir sur cette analogie que tu as fait entre la défaite de la gauche en 1977 en disant, voilà, on nous a annoncé que ça allait être la guerre et finalement, on a eu la paix avec l'Égypte. Alors d'abord, je l'entends, effectivement, il y a quand même eu une guerre 5 ans après qui était la guerre du Liban. Donc arrêtons de laisser entendre que ça n'a pas été la guerre. Ça a été la guerre, c'était 5 ans après au lieu que ce soit dans les semaines ou les mois. Et je rappelle une guerre dont le gouvernement a pris l'initiative. Donc moi, cette légende-là on a délégitimé Begin, etc., quand on voit ce qui s'est passé 5 ans après, cette délégitimation n'était pas si mal vue que cela. Ça, c'est le premier point. Mais je voudrais quand même répondre. Si j'ai laissé entendre dans mon discours que je cédais à un vent de panique, etc., je dirais ceci. Ça permettra de rééquilibrer si j'ai été mal compris dans ma première intervention. Israël ne tient pas qu'à son pouvoir politique et à son exécutif. Il tient également parce qu'il y a des élites judiciaires, des élites économiques, des élites intellectuelles, et que même si voilà, ça semble s'exprimer dans les groupes WhatsApp, notamment chez les jeunes, on va se tirer, je pense à la question qui a été posée par Daniel Alperine sur il va y avoir de la Yérida, etc. Sans doute, il y aura un petit peu plus, etc. Mais ce ne sera pas un phénomène majeur parce que la vie politique ne se réduit pas à l'action, fût-elle déterminante, du pouvoir politique. Et dans la mesure, et ça il faut bien le comprendre, dans la mesure où les électeurs du centre et de la gauche constituent l'essentiel des forces qui assurent leurs devoirs militaires, payent l'impôt, c'est eux qui, économiquement parlant, hein, en termes de masse, je ne dis pas qu'on ne paye pas les impôts quand on est électeur de droite, ne comprenez pas, mais par rapport à l'ensemble du bloc, c'est clair que il y a ici une sorte de distorsion entre le pouvoir politique et le pouvoir des élites. Et donc, à cet égard, je pense qu'on n'a pas seulement besoin de faire confiance à Netanyahou, puisque c'est un peu lui qu'on présente comme celui qui va calmer le jeu. Et puis, j'ajouterais, je le laisse pour la fin, le poids, et pour le coup, qui va jouer en faveur de la modération, le poids des élites militaires. Je veux dire, quand Ben Gvir dit on va changer les ordres, on va changer la manière les ordres pour tirer, d'engagement, quand il dit on va donner l'impunité à tous les soldats et à tous les flics en cas de bavure, etc., là, le pouvoir politique va trouver en face de lui des élites militaires, professionnelles, compétentes, et qui sauront mettre le holà. Et je ne crois pas exprimer ici un vœu pieux en le disant. Donc, à cet égard, je ne suis pas aussi inquiet. Et j'ajouterais surtout parce que, qu'on le veuille ou non, Israël est engagé sur le plan international et tient absolument à faire partie du club des démocraties. Alors, aussi bancale qu'elle soit, hein, avec tous les défauts que j'ai signalés tout à l'heure, je dirais presque ceci, je finirai sur ce paradoxe-là, vous savez que je suis friand des paradoxes, concernant Israël. Je dirais que c'est la droite qui a besoin de la démocratie. Parce qu'il suffirait qu'Israël devienne officiellement, ouvertement, un
État, comme on dit, illibéral, une démocratie illibérale, c'est-à-dire se contentant du droit de vote comme mécanisme démocratique. Et à ce moment-là, oui, on pourrait craindre que les États-Unis, alors pas sous Trump bien sûr, hein, mais les États-Unis, l'Union européenne, oui, commencent à placer, à boycotter Israël, commencent à le placer parmi les États voyous. Ce qu'elle ne fait pas parce que elle voit bien qu'Israël fonctionne encore et bel et bien comme démocratie. Et donc, de ce point de vue-là, je ne suis pas trop inquiet et je dirais que et le conflit et les alliances d'Israël protègent Israël, peut-être malgré elle et malgré la majorité des électeurs qui l'ont porté au pouvoir. Bien entendu que ce qui justifie une certaine inquiétude, c'est bien entendu le score du sionisme religieux avec les deux bicéphales, hein, Smotrich et Ben Gvir, puisque c'est la première fois que l'extrême droite se retrouve avec un score à 2 chiffres. Hein. Jusque-là, c'était 6, 7, 8 députés. Rechavam Zeevi, etc. On pourrait prendre toute l'histoire politique d'Israël. Raphaël Eitan, ça a toujours été des petites formations politiques. Là, pour la première fois, ils franchissent le Rubicon de plus de députés, de 10 députés. Et on voit bien que la capacité, ce que Michael a très bien analysé, la capacité de recruter au-delà du cercle des sympathisants du kahanisme ou du sionisme religieux, etc. Et ça, ça peut tout à fait tenir bon. Et on peut, si j'ose dire, on peut se faire confiance à la démagogie, à la capacité démagogique de Ben Gvir, qui, quand bien même dans 4 ans, n'aura peut-être pas le bilan qui correspond aux promesses qu'il a faites aujourd'hui, mais pourra toujours recruter encore, même si encore trop tôt pour dire ce qu'il en sera plus tard. Merci beaucoup, Denis et Michael, pour leurs propos tout à fait éclairants. Je voulais intervenir juste sur 2 points. Le premier, d'abord, pour renforcer ce que Denis a dit concernant le mythe d'un Ben Gvir qui a changé. Je vous suggère de regarder le film The Prophet, qui est paru et qui porte justement sur Meir Kahane. C'est un documentaire absolument remarquable qui a été projeté lors du dernier festival de cinéma israélien au mois de mars dernier. Et qu'est-ce qu'on voit dans ce film? On voit Ben Gvir qui justifie la moindre en fait, qui justifie toutes les orientations prises par Meir Kahane, notamment son côté raciste, anti-arabe. Ça, c'est vraiment un film qu'il faut voir. Et il faut se rappeler autre chose. Les images de Ben Gvir fêtant sa victoire de la soirée électorale, où il invite le grand rabbin de Kiryat Arba, qui sont, on peut dire, très largement kahanistes. Kiryat Arba, d'où a été issu Baruch Goldstein, qui a commis son massacre au caveau des patriarches. Bon, ce sont 2 éléments vraiment qui montrent qu'on est très loin d'un Ben Gvir qui a changé, qui est devenu plus modéré. C'est un mythe qui ne tient pas. Le deuxième point, concernant les élites militaires qu'a évoqué Denis. Moi, ce qui me frappe, c'est que j'ai lu et j'ai entendu dire que 20% des militaires ont voté pour Ben Gvir. Bon, je voulais savoir d'où on tient ce chiffre-là, parce que moi, je n'ai pas vu d'études particulièrement précises sur ce sujet-là. Ce serait intéressant, parce que 20%, c'est beaucoup plus que la moyenne nationale. Voilà. Est-ce que donc Denis ou Michael ont des précisions à nous apporter sur ce sujet-là? Moi, je n'ai pas de chiffres sur le vote des soldats. Et de manière générale, le vote des soldats est identique au vote du reste de la population, moins ceux qui ne participent pas à l'armée, c'est-à-dire les Arabes et les Haredim. Et je pense que Denis, enfin, il va sûrement le dire, parlait des élites militaires, il ne parlait évidemment pas des soldats, mais de ceux qui dirigent, ceux qui demain... quand Ben Gvir annonce des propositions de changer les lois militaires, c'est évidemment, il y a beaucoup trop d'obstacles pour lui, devant lui, parce que oui, il y a une armée professionnelle avec un parquet, le parquet militaire, qui lui décide, et ce n'est pas les politiques qui décident qui on juge et qui on ne juge pas.
Sur le chiffre, moi je l'ai lu pour la première fois dans la chronique de Gideon Levy il y a deux jours. Levy, il n'a pas cité ses sources, donc ça me paraît aussi un peu prématuré. Je sais bien que ce n'est pas un exemple, mais j'ai interrogé mon fils qui est militaire dans les tanks et qui me disait qu'autour de lui, la plupart votaient Ben Gvir. Il n'a pas fait de statistiques, mais il me disait c'est clair qu'il y a une tendance, tout simplement parce qu'il est, pas simplement à cause de ses propos racistes, etc., parce que c'est le premier à avoir fait de la défense des soldats un thème de campagne. Et ça, c'est vous montrer d'ailleurs, merci Samy, ça me permet d'évoquer cet aspect-là de Ben Gvir. Écoutez, qui en Israël fait écho contre les soldats? Personne, c'est par définition quelque chose qui est consensuel, à part bien sûr les partis arabes. C'est consensuel complètement. Et personne n'a jamais pensé se présenter comme le parti qui allait défendre les soldats en particulier. Ben Gvir y est parvenu. Certes, l'armée n'a pas hésité à jouer cela. Et à propos de cette idée qu'ils n'ont pas changé, c'est pas non seulement ça. Ben Gvir, c'est un peu le voyou en quelque sorte. Hein, c'est le trublion, c'est Sarkozy aurait dit la racaille. Hein. Bon, voilà. Regardez Smotrich. Smotrich qui a toujours incarné une sorte de leader assez charismatique, qui a des convictions, un idéologue, qui a la langue assez drue, etc. Et qui, en pleine cérémonie à la Knesset, pour la commémoration du 27e anniversaire de l'assassinat d'Yitzhak Rabin, accuse le Shabak, hein, le service de sécurité intérieure, et là c'est tout à fait justifié, une faute en matière une faute de protection, un échec à protéger Yitzhak Rabin, là-dessus c'est incontestable, la commission Shamgar l'avait dit à l'époque, mais accuse également d'avoir, je cite, encouragé l'assassin dans son acte meurtrier. Accusé, donc reprenant à son compte les conspirations, laissant entendre que le Shabak est derrière l'assassinat d'Yitzhak Rabin. C'est pas dit dans une radio pour les colons, c'est pas dit, c'est pas un document qui date de 2005 ou de 1996, non, c'est dit à la Knesset au moment même, pendant la cérémonie de commémoration. C'est vous dire qu'on a affaire aujourd'hui, quoi qu'on dise, même s'il y a bien évidemment, on le sait bien, la politique est déceptive, je ne vais pas vous l'apprendre. Quand un gouvernement de gauche ne fait jamais la politique de gauche dont il rêve, un gouvernement de droite ne fait pas la politique de droite dont il rêve, et néanmoins, nous avons affaire ici à une droite décomplexée. Je vous disais tout à l'heure le thème de Ben Gvir, ministère de la Sécurité intérieure, ça ne fait trembler personne, ça passe comme une lettre à la poste. Et je pense que quand bien même s'il y aura un hiatus, comme dans toute politique, entre les déclarations et les actes, c'est clair que le discours politique va être encore plus accentué dans cette hégémonie nationaliste et cléricale. On en a eu un premier signal aussi avec les déclarations sur les homosexuels et leurs droits, même si Netanyahou a tout de suite rassuré en disant qu'on n'atteindrait pas, qu'on ne toucherait pas aux droits de la communauté homosexuelle. Mais ce que je veux dire, c'est que le discours va être effectivement assez pénible pour, on va dire, des esprits libéraux. Voilà. Il y a eu des questions qui ont été posées pour lesquelles il y a des réponses pratiques. On nous demande de rappeler le taux de participation. Il est de 8% à peu près, un peu plus de 8%. Autre question, on demande le vote francophone. Est-ce que vous avez une idée du vote francophone ou Michael Ça, c'est un sujet que je suis depuis quelques années. Alors, il faut rappeler que le vote francophone, ça n'existe pas vraiment. Hein. Il y a, si tous les Français votaient, je ne suis pas sûr que ça fasse un mandat. Je crois que le mandat, là, il a plus de 40 000. Donc, ça ne représente pas grand-chose. En tout cas, ça ne joue pas sur la carte politique d'Israël. Ce qu'on sait du vote des Olim de France, c'est qu'il est très à droite. Il y a largement, je pense qu'on peut évaluer à plus de 80% des voix des Olim de France des dernières années qui ont voté en faveur du Likoud, de Chasse et de sionisme religieux Ben Gvir dans l'ordre. Le reste des voix se dispersant comme le reste de la population. On sait que certains disaient que Netanyahou ne fait quasiment pas campagne chez les Français parce qu'il les a dans la poche et de toute façon, il a un député qui fait la campagne pour lui, Meir Habib.
Mais c'est clair que le vote francophone ne joue aucun rôle pour les partis politiques. Le seul qui a fait bouger les voix francophones du Likoud vers son parti, c'est Yossi Taïeb, premier député rentré à la Knesset originaire de France, qui lui a fait campagne chez les Français et qui lui peut venir en disant voilà, j'ai amené des milliers de voix à Chasse et peut après jouer auprès d'Aryeh Deri pour obtenir des budgets. Et je voulais en profiter, si déjà on parle de Chasse, dire qu'on n'a pas parlé, il y a deux personnalités qu'on a à peine évoquées, c'est Aryeh Deri et Avigdor Lieberman. Aryeh Deri étant le seul des 4 partis de la coalition à avoir un vrai programme social, et donc c'est, je pense, une des raisons aussi pour lesquelles il a gagné deux mandats, en parlant de la cherté de la vie, ce que ne font pas Smotrich, Ben Gvir et qui ont d'autres agendas politiques. Et face à lui, Avigdor Lieberman, qui s'affaiblit alors qu'il était ministre des Finances, ou alors parce qu'il était ministre des Finances. On sait que les ministres des Finances, quand ils se représentent après, sont en général en position c'est difficile pour un ministre des Finances de revenir et dire « Regardez, j'ai fait des réformes ». Vu que la vie a augmenté, même s'il n'en est pas directement responsable. Et je pense que les électeurs, les choses bougent. Si on se rappelle, en 1992, Meretz était le 3e parti en Israël et le premier parti de la coalition. Rabin s'est d'abord tourné vers Meretz. Et là, aujourd'hui, 30 ans après, c'est Smotrich qui est la 3e force du pays et le premier partenaire de Netanyahou. Ce changement, c'est un changement profond, une droitisation évidemment de la société israélienne, mais c'est aussi l'échec de ceux qui ont été au pouvoir pendant de nombreuses années, et notamment, et c'est une question qu'il faut se poser, pourquoi Avoda et Meretz n'ont pas réussi à s'unir, et pourquoi Avoda, le parti travailliste, qui avait deux portefeuilles extrêmement importants pour la vie de chaque citoyen israélien, le ministère de la police donc, et le ministère des Transports. Et Meretz, qui a le ministère de la Santé, qui est aussi un ministère auquel chaque Israélien est attaché dans la vie de tous les jours. Et bien qu'ils aient gouverné, le résultat, c'est que ça n'a pas convaincu ni les électeurs qui n'avaient pas voté pour eux de se rallier à eux, ni même leur propre électorat. Il n'a pas eu d'alliance parce que tout le monde le sait, la présidente du parti du Voda a refusé cette alliance quand la dirigeante du Meretz, Galon, lui a demandé, pour des tas de raisons, parce qu'elle a voulu, et Denis ou Michael compléteront, elle a voulu toujours présenter le Parti travailliste comme un parti de centre-gauche, et elle aspire un jour, elle aspirait, maintenant je pense que ça va être très difficile à y arriver, à être la successeur de Rabin un de ces jours, et de ce fait, elle ne voulait pas s'allier avec un parti qui est perçu comme un parti d'extrême gauche en Israël, ce qui ne veut rien dire parce que Meretz n'est pas d'extrême gauche, mais un parti de gauche qui a un certain nombre de positions sur la question du conflit, etc. Mais c'est comme ça, aux yeux du public, depuis des années, on le présente comme ça, et c'est pour cela, je pense qu'elle a fait ce calcul en pensant que Meretz passerait la barre. Bon, c'est une erreur, maintenant tout le monde en convient, son avenir politique, le Parti travailliste en décidera, mais maintenant les choses sont passées. La question maintenant qu'on nous pose, est-ce que vous pensez que ce changement va conduire à un changement de la politique internationale d'Israël? Accord du Liban va-t-il être maintenu ou pas? Les accords d'Abraham, etc. Je crois que, je le disais ce matin, la réaction internationale, elle oscille entre la position de Macron, qui a félicité Netanyahou et qui l'a invité à se rendre à l'Élysée, c'est-à-dire une manière justement de jouer sur le rôle tampon de Netanyahou, qui finalement se retrouve. Il faut bien comprendre, je suis totalement d'accord avec ce qu'a dit Michael sur le fait que Aryeh Deri a joué la carte sociale. Il y a et Taïeb et d'autres, et même dans le parti orthodoxe, il y a Duta Torah. Il y a des consciences sociales, il y a des députés qui ont cette… voilà. En revanche, il n'y a plus d'hommes politiques libéraux dans cette coalition. Voilà. Ils sont tous partis, ils sont tous, le dernier étant peut-être Gideon Sa'ar, non pas qu'il ne voulait pas de réforme de la justice, mais voilà, qui était en tout cas oscillait entre un pôle, on va dire, un peu dirigiste et puis un pôle libéral. Ça a complètement disparu et Macron joue cette carte-là en disant finalement dans cette future coalition,
le seul qui a de l'expérience, le seul qui est intelligent, le seul qu'on peut maîtriser et qu'il ne faut surtout pas, comment dirais-je, effrayer, d'où cet appel à lui rendre visite, qui a pu surprendre d'ailleurs, hein, mais en tout cas, voilà. Et puis de l'autre côté, on a les avertissements jordaniens qui craignent effectivement que Ben Gvir, demain ministre, monte sur le mont du Temple, ce qu'il était toléré de faire par les Jordaniens lorsqu'il n'était que simple député. Donc voilà, on se trouve entre ces deux pôles. Sur la question de l'Ukraine, alors là où clairement, hein, au début depuis février, Lapid était beaucoup plus favorable à un rééquilibrage avec l'Ukraine sur le plan diplomatique, pas sur le plan de l'aide militaire, du fait de la présence des Russes en Syrie et des intérêts stratégiques d'Israël. Je dirais en revanche qu'on aurait pu penser que Netanyahou représentait en revanche un soutien à Poutine, beaucoup plus clair, beaucoup plus net. Il ne s'est jamais fendu de déclarations en faveur de l'Ukraine et de Zelensky. En revanche, plus l'implication de l'Iran aux côtés des Russes sera affirmée, plus on pourrait espérer à ce moment-là un revirement, ou en tout cas une vision plus équilibrée, plus ambiguë, un peu comme celle de Bennett et de Lapid durant l'année précédente. Voilà, ça c'est le premier point. Je pense qu'une des raisons, j'ose pas dire ce sont les dernières 4 années de Netanyahou, parce que aussi bien on en a pour 8 ans ou 12 ans. Hein. Mais néanmoins, si effectivement ce sont ces dernières 4 années, il est clair que l'objectif de Netanyahou sera de maintenir les accords d'Abraham coûte que coûte. Et si le prix à payer pour maintenir ces accords d'Abraham, c'est de juguler, d'infléchir les tendances Ben Gvir et Smotrich, il le fera. Car autant lorsque les accords d'Abraham ont été signés, ça s'est fait aux dépens des Palestiniens. Il faut bien comprendre néanmoins que, par exemple, dans les accords d'Abraham signés par le Maroc, qui d'ailleurs ne s'appellent pas les accords d'Abraham, le Maroc n'a jamais endossé cette notion-là, mais enfin on les met dans le même panier. Okay, la référence à la position du Maroc vis-à-vis de la question palestinienne reste explicite. Et plus il y aura de tensions, plus ça pourrait même convaincre et le Bahreïn, voire peut-être moins les Émirats arabes unis, et en tout cas l'Arabie saoudite, de ne pas rejoindre les accords d'Abraham. C'est-à-dire que si Netanyahou tient à défendre ce qui va rester son héritage politique, fondé à l'international, fondé, 1, sur la lutte contre l'Iran et sa nucléarisation, 2, l'éradication, la marginalisation de la cause palestinienne, mais les deux étant, comment dirais-je, contrebalancés par les accords d'Abraham, alors il sera tenu, encore une fois, d'infléchir les ardeurs nationalistes, etc. Pourquoi ? Parce que actuellement, les deux sujets sur lesquels il y a consensus, c'est la remise en cause de l'institution judiciaire, hein, avec soit une refonte du système d'élection des juges de la Cour suprême en donnant la suprématie aux hommes politiques, soit la fameuse clause de suprématie qui permettra donc à la Knesset de remettre en cause une annulation de la cause par la justice. Mais il y a un deuxième thème sur lequel ils s'entendent tous, c'est la colonisation, c'est les budgets, la régularisation des avant-postes, etc. Et là, Netanyahou devra être prudent parce qu'on voit bien que du côté de l'administration américaine, on n'est pas très très chaud. Hein. Regardez, depuis mardi dernier, on s'est félicité de la participation électorale. Là, vraiment, pour être très diplomatique, se féliciter de la participation électorale israélienne, c'est vraiment la manière de dire qu'on n'est pas content du résultat. Ensuite, le même communiqué disait que on espère que le prochain gouvernement sera respectueux des droits de l'homme et du droit des minorités. Donc, ça veut bien dire qu'on est très inquiet. Et entre-temps, Blinken s'est entretenu avec le président Abbas, Abou Mazen, Mahmoud Abbas, et qu'on a dit que la conversation avait été très constructive.
Denis, je t'interromps parce que Biden et Netanyahou, pendant qu'on parlait, se sont entretenus. Oui, non, mais j'allais dire qu'ils se sont parlé aujourd'hui. Alors, ça a pris quelques jours et je suis certain qu'effectivement, dans le contexte… La ligne, c'est de nouveaux accords avec de nouveaux pays arabes. C'est là-dessus que Netanyahou a engagé direct. Tout à fait, mais ceci ne peut être fait que si il s'adresse aux partenaires de sa coalition en leur disant on ne peut pas faire ce qu'on veut. Parce que de ce point de vue-là, l'armée, avec son poids que je définis tout à l'heure, et l'international avec, malgré tout, les alliances avec les États-Unis et l'Union européenne tels qu'ils sont aujourd'hui, effectivement, limite la liberté de manœuvre, surtout s'il veut protéger, voire étendre les accords d'Abraham à d'autres pays que ceux qui ont été déjà les signataires de l'accord. Autre question, sur les médias israéliens, sont-ils indépendants? Dépendent-ils de groupes financiers qui seraient plus ou moins liés, disons, à la droite israélienne? Oui, comme dans le monde entier, oui, les médias sont tenus par des groupes financiers et comme dans le monde entier, le principal intérêt des médias, c'est de gagner de l'argent. Il y a des médias qui soutiennent plus le centre, d'autres la gauche, d'autres la droite. Aujourd'hui, de manière générale, et on va pas, ça mériterait un débat en soi. Je crois que les Israéliens n'attendent plus des médias qui les informent. Les Israéliens, les gens dans le monde n'attendent pas des médias ce qu'on en attendait il y a quelques années. Aujourd'hui, les réseaux sociaux ont pris la place, les infos et trop souvent, malheureusement, les fake news font les élections à certains égards beaucoup plus que les vrais médias. Alors, on sait que Netanyahou avait Israël Hayom, le quotidien le plus lu en Israël, qui était clairement pro-Netanyahou. Il a une chaîne de télé, la 14, qui était totalement pro-Netanyahou de manière radicale et clairement. Mais les grands médias, que ce soit les télés ou les journaux, donnent la parole à des gens de droite, de gauche, du centre, et je trouve que c'est relativement équilibré si on écoute, disons que la chaîne publique Cannes, que ce soit à la télé ou à la radio, on trouve un discours assez équilibré qui n'a pas spécialement été pour ou contre Netanyahou pour le gouvernement précédent. Est-ce qu'Israël va devenir un État de plus en plus religieux, voire théocratique? Non, il faut bien comprendre. Il y aura plus de budget pour les yeshivot. Enfin, je veux dire, ils vont obtenir les concessions ou les augmentations nécessaires. Il n'y aura pas d'enseignement des maths, de l'anglais, de l'histoire, de l'instruction civique dans les comment dirais-je, les écoles qui ne sont pas sous contrat, pour employer une notion à la française. Donc, de ce point de vue-là, ils obtiendront beaucoup plus que ce qu'ils ont obtenu jusque-là. Je crois qu'il y a une chose qui me paraît très claire, et en tout cas dans l'état actuel des choses, les droits civils ou les droits de l'individu resteront respectés. Personne, je veux dire, je n'ai pas encore vu un seul parti religieux réclamer l'interdiction des transports privés le vendredi et le samedi. En revanche, sur je dirais, l'espace public. J'ai pas vu, il n'y a pas un catalogue de lois. En général, ce sont des lois très sectorielles, alors qui peuvent être regrettables. Une des réformes qui avait été engagée, il faut bien dire, juger sévèrement un gouvernement qui a duré 1 an, vraiment faire de choses très significatives. Mais deux lois qui avaient été votées récemment, qui ont été vécues comme des atteintes au secteur orthodoxe, concernaient une taxe supplémentaire sur les jus de fruits, voilà, qui sont consommés principalement par la population orthodoxe, si ce n'est que c'est ça qui permet d'éviter le diabète, voilà, des phénomènes de santé publique, de même que l'usage d'assiettes en plastique, etc., ben voilà, pour lutter contre voilà, des problèmes liés à l'environnement. Bon, bah, ces deux lois, ils ont déjà été annoncées qu'elles seraient annulées par le nouveau gouvernement. Je ne crois pas qu'il y aura des lois qui susciteront la colère. Il y a quand même, en dehors de ce bloc majoritaire, il y a à peu près 2,5 millions d'Israéliens qui ont voté contre, qui ne sont pas prononcés pour ces 4 partis-là. Alors, c'est vrai que c'est un public qui semble un peu apathique, une sorte de majorité silencieuse, mais je pense que
on ne va pas toucher à cet équilibre-là. En tout cas, je n'ai pas vu de proposition de loi allant… Pas de match de football le samedi. Non, mais il faut pas confondre les propositions populistes des uns et des autres face à ce qui va vraiment arriver. Les premières choses que les partis orthodoxes et le parti de Smotrich vont obtenir, c'est des budgets pour leurs intérêts sectoriels. Pour ce qui est de changer, il n'y aura pas de théocratie parce que ce n'est pas un système qu'aucun des partis aujourd'hui au sein de la coalition ne prône. Mais surtout, ce qui compte pour les partis Haredim, ils l'ont dit très clairement, c'est que leur système éducatif puisse continuer d'être financé par l'État, alors que le gouvernement précédent était sur le point justement d'empêcher la poursuite du financement par l'État d'écoles dans lesquelles on n'apprend pas les matières de base comme l'anglais et les mathématiques. Pour Smotrich aussi, se sent obligé là, de se tourner vers différents points, mais c'est du populisme et ça fait partie du jeu, demander beaucoup pour obtenir le minimum, et c'est évident que ce n'est pas la priorité de Smotrich, même s'il l'a présenté aujourd'hui, qu'il y ait des matchs de foot le dimanche. On sait très bien que financièrement, ce n'est pas quelque chose qui est faisable, en tout cas dans l'immédiat. Certains demandent qu'est-ce que la diaspora peut faire. Vu d'Israël, disons pour ceux qui, comment dirais-je, qui appartiennent à ce camp de la citoyenneté israélienne libérale, je ne parle pas de gauche, je parle de libéral. Est-ce que vous pensez que les Juifs en diaspora, notamment en Europe ou aux États-Unis, peuvent avoir un poids qui pourrait aider, je dirais, ou freiner les ardeurs de la droite extrême? Voilà. Comment vous percevez ça de là-bas? On peut parler de l'accord du Kotel, sur le Kotel. Par exemple, c'est un exemple. Qui est important pour la diaspora et sur lequel Netanyahou avait accepté justement cet accord, Bennett aussi, et qui finalement est remis en cause aujourd'hui par les partis orthodoxes. On va voir comment Netanyahou va résister, ça c'est un point intéressant. C'est clair que les Juifs de diaspora, et quelle que soit la force de la diaspora américaine, ne va pas changer la situation en Israël, mais oui, sur certains points, je pense qu'ils jouent un rôle, en tout cas sur cette question épineuse du Kotel, enfin de l'accord qui a été quasiment signé, puis il y a eu des reculs des uns et des autres à cause des pressions des Haredim. Là-dessus, je pense que oui, la diaspora a un rôle à jouer, toujours d'ailleurs. Je dirais que ça peut être essentiellement une force morale, une force d'opposition morale, pas comme telle, mais à partir de certains événements ou de certaines décisions ou certaines lois. Je pense qu'effectivement, une communauté juive peut, en France ou ailleurs, peut se permettre, peut s'autoriser à condamner l'entrée de Ben Gvir dans la coalition, tout en se disant respectueuse du vote des Israéliens. Je pense que c'est tout à fait compatible. Ce sera plus facile à faire aux États-Unis parce qu'on est plus sensible à cette dimension-là. Qu'est-ce qu'il en sera en France? On le verra dans les jours qui viennent, dans les semaines qui viennent. Je pense que voilà, dans la mesure où, je dirais, ce qui a déterminé les diasporas vis-à-vis d'Israël, c'est plutôt une sorte d'obligation de réserve, je pense qu'on devrait assister, on pourrait assister à une sorte de pédale douce. Voilà, là où pendant longtemps, on a toujours, prenons le CRIF pour ne parler, voilà, pour que les choses soient claires, là où on a toujours un peu le sentiment que, comme disait, je crois que c'était François Mitterrand à Théo Klein, vous n'êtes pas la deuxième ambassade d'Israël. Je pense que sans prendre courage à deux mains et dire ça nous le condamnons parce que ce que nous combattons en France, nous devons le combattre en Israël, parce que ce serait ça en fait finalement, ce serait ça la cohérence d'une politique institutionnelle, c'est tout simplement de s'afficher un peu moins, de s'exprimer un peu moins, oui, de s'exprimer quand il y a des attentats à l'intérieur d'Israël qui tuent des civils, etc. Sans doute, une déclaration de Mahmoud Abbas niant la Shoah, oui, bien entendu, ça, mais de bien moins se prononcer, de ne plus paraître autant que ça a été les années précédentes sur une sorte d'identification totale et absolue avec le gouvernement israélien. Ça pourrait être une ligne de conduite intelligente, cohérente, qui ne fait pas trop de mal, qui n'est pas trop excessive, qui consisterait tout simplement à moins s'exprimer,
à moins intervenir en quelque sorte. Et c'est une manière de signifier un écart, pas un divorce, n'allons pas jusque-là, j'ai aucune raison pour plaider un divorce, mais à prendre une sorte d'écart. Sans doute qu'aux États-Unis, ils seront beaucoup plus aptes à le faire et donc voilà comment je verrais le rôle de la diaspora. Là, sans doute que les intellectuels pourraient là aussi jouer un rôle qui est le leur, hein, d'être une sorte d'agiter la sonnette d'alarme en disant que certaines évolutions les surprennent, les choquent, les troublent, etc. Enfin, c'est quand même pas rien, hein, 27 ans après la mort d'Yitzhak Rabin, que Itamar Ben-Gvir soit ministre de la Sécurité intérieure. Je veux dire, le symbole est terrible. Enfin, je ne vais pas faire d'analogie parce que ça nous emmènerait trop loin, mais c'est comme quelque chose d'assez, voilà, qui devrait voilà, au moins légitimer l'expression d'une inquiétude. Écoutez, je vous remercie tous les deux hein, de nous avoir apporté votre éclairage. Et certain qu'on va vers des moments d'abord du point de vue de nous, J-Call, vous l'appelez maintenant en France, qui nous battons depuis des années pour une solution politique sur la base de 2 États. On va vers des moments qui vont être peut-être un peu difficiles, mais comme vous l'avez dit l'un et l'autre, c'était pas le sujet, la question palestinienne n'était pas le sujet de ces élections, c'était des questions plus sociales, des questions liées à la démocratie, du pour ou contre Bibi, etc. Donc on va suivre évidemment comme toujours les événements à venir et on aura certainement l'occasion de vous réinviter pour commenter les futures décisions du futur gouvernement quand il sera mis en place. Merci à tous et bonsoir et à bientôt.